Dans le cadre des accords d'Oslo, Israël a accepté que l'OLP, l'AP, mette en place une force de police palestinienne forte de 12 000 hommes. Cette petite force de police est maintenant devenue une armée terroriste forte de 70 000 hommes. Il n'y a plus de policiers, seulement des soldats. Comment en est-on arrivé là? On ne peut pas dire que seule l'AP est en tort. Une partie du problème, c'est qu'Israël ne s'est jamais défendu. La racine de tout mal remonte toujours aux accords d'Oslo. Tuer les accords d'Oslo? À la suite d'un tollé international concernant le soi-disant phénomène de violence des colons, Israël se retrouve une fois de plus au centre d'une guerre des récits, avec des coûts élevés, avec des sanctions contre individus et organisations israéliens, une condamnation internationale et des luttes politiques internes intenses. Le lieutenant-colonel de réserve Maurice Hirsch dit qu'une partie de la solution consiste à mettre définitivement fin aux accords d'Oslo. Cela est bien plus encore aujourd'hui. Je suis Elana Mizel-Diamant et ses lois fondamentales. Bonjour Maurice, merci beaucoup d'être ici. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Allons droit au but. Votre point de vue sur la violence des colons ou le phénomène des crimes nationalistes juifs, c'est qu'il existe, mais qu'il est limité. Il doit être pris au sérieux. Sa réputation mondiale est largement disproportionnée. Toute personne réellement concernée devrait d'abord envisager de mettre fin aux accords d'Oslo. Commençons par là, oui. Le début de tous les, ou de la plupart des problèmes, disons, sinon vraiment tous les problèmes en Judée et Samarie, ce sont les accords d'Oslo. C'est l'autorité palestinienne, c'est l'OLP qui a accepté de nombreuses, très nombreuses obligations dans le cadre des accords d'Oslo et qui en réalité n'en a appliqué aucune. En fait, je pense qu'il serait très difficile de trouver une disposition des accords d'Oslo qui n'ont pas violé, à part les dispositions passives qui disent que Israël vous donnera de l'argent. Tout le reste, ils l'ont violé. Permettez-moi de vous donner un exemple tiré d'une étude récente que nous avons publiée au Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères. D'accord. Dans le cadre des accords d'Oslo, Israël a accepté que l'OLP, l'AP, mette en place une force de police palestinienne forte de 12 000 hommes. Ils devaient lutter contre le terrorisme et la criminalité intérieure dans la société palestinienne. Lorsque l'étude que nous venons de publier montre que cette petite force de police est désormais devenue une armée terroriste forte de 70 000 hommes, il n'y a plus de policiers, ce sont des soldats. C'est la terminologie qu'ils utilisent. Il y a des soldats qui s'entraînent dans l'armée pakistanaise aux côtés des terroristes du Hamas, apprenant à utiliser l'artillerie, à manier des armes lourdes. Quelle force de police utilise ce type d'équipement et un tel niveau de violence contre des criminels? Personne. Et tu te demandes pourquoi et comment en est-on arrivé à cette situation? Et la réponse est malheureusement, parce que l'AP, l'OLP, a violé ses engagements. Déjà, juste pour que tu comprennes l'ampleur de cette violation, le 5 octobre 1995, une semaine après la signature des deuxièmes accords d'Oslo, les célébrations sur la pelouse de la Maison-Blanche, Yitzhak Rabin s'est tenu devant la Knesset et a présenté le deuxième accord d'Oslo. Il a expliqué comment cela apporterait la paix, que nous garderions toujours le contrôle de la vallée du Jourdain, et qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Et comment l'autorité palestinienne s'était engagée à lutter contre le terrorisme. Alors qu'il parlait à la Knesset, le Government Accountability Office des États-Unis rédigeait un rapport. Que s'est-il passé depuis septembre 1993 jusqu'alors? En novembre 1995, ils ont publié un rapport disant que la force de police palestinienne compte déjà 3000 hommes de plus que ce qui était prévu au départ. Un dépassement de 33%. Nous sommes en novembre 1995. Donc cette armée terroriste se constitue depuis des années. Et je sais que vous avez récemment écrit une longue chronique à ce sujet pour JNS. Je crois qu'elle est sortie le 4 août. Et je veux que les gens sachent qu'ils peuvent en apprendre beaucoup plus sur les dimensions de cette armée et les dangers qu'elle représente. Et ce qu'ils prévoient de faire. Je voudrais peut-être établir un lien plus solide entre cela et cette question du crime nationaliste juif,
parce que c'est vraiment la première chose que tu as soulevée quand je t'ai appelé hier pour, tu sais, avoir quelques conseils sur la façon d'aborder ce sujet. Alors, essayons de rendre cela un peu plus concret en ce qui concerne simplement ce phénomène qui mérite évidemment d'être exposé et discuté. Et moi, peut-être que cela reviendra même dans cet épisode en particulier. Il faut comprendre que l'armée de la terreur est l'une des raisons pour lesquelles il faut démanteler la paix. Toute cette idée de la violence des colons, la violence nationaliste juive, est une autre raison de se débarrasser de la paix. Je n'ai pas pu aborder les chiffres. J'ai écrit un article entier sur les chiffres et leur origine. Beaucoup de ces chiffres viennent d'Orchard, vous savez, le Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU. Ils ont toujours sur leur site, juste pour comprendre à quel point cette organisation est déformée, biaisée et partiale. Ils ont toujours cela sur leur site Web. Le 17 octobre 2023, Israël a attaqué l'hôpital El Ahali dans la bande de Gaza et a tué 472 personnes. Oui, tout le monde sait que c'est un mensonge. Les chiffres de l'OCHA sont souvent au moins 2 fois supérieurs à ceux des Israéliens. On en parlera aussi dans cet épisode, notamment sur leur manière de compter. Généralement, des témoignages unilatéraux et non vérifiés, apportés par des Palestiniens à des ONG radicales opérant en Judée et Samarie. Que beaucoup de ces plaintes semblent être fausses, que beaucoup d'autres plaintes sont comptabilisées. Comptées attribuent aux colons des actions menées par les autorités et les forces israéliennes. Que de nombreuses autres actions, comme simplement s'introduire sans autorisation dans une zone où les Juifs ne sont pas désirés, sont jugées criminelles, dont beaucoup ne viennent pas directement de Judée et Samarie. Le chiffre 867 est israélien et provient d'Israël, n'est-ce pas? Donc je veux juste l'utiliser pour le moment. Et même ça, tu sais, comme toi et moi en avons parlé hors antenne, les Israéliens eux-mêmes disent qu'il y en a environ 128 qui relèvent de violences graves. Donc la question, d'un côté, c'est comment c'est devenu un phénomène mondial. D'accord, mais là où nous voulons nous concentrer, c'est sur la diffamation mondiale. Diffamation mondiale, c'est vrai. Pour l'instant, concentrons-nous sur le lien entre le défi de l'application de la loi, sur lequel vous avez écrit et que vous prenez très au sérieux, et les accords d'Oslo. Donc ici, je voudrais peut-être préciser que je crois en l'application de la loi. J'ai passé 20 ans de ma carrière dans les FDI à faire respecter la loi. De nombreuses années au parquet pour la Judée et la Samarie. À sa tête, à traiter des questions d'application de la loi dans cette région. Près de 3 décennies, y compris depuis ma retraite, et je prends cela très au sérieux. Je crois vraiment qu'il doit y avoir une application de la loi contre le terrorisme arabe palestinien et contre le terrorisme nationaliste juif, les crimes nationalistes, quel que soit le terme employé. Et cela devrait être impératif. Mais une grande partie de cette compréhension doit s'inscrire dans le contexte des accords d'Oslo et des désastres qu'ils ont engendrés. Pourquoi est-ce que je dis que c'est si important? Les accords d'Oslo ont divisé la Judée et la Samarie en 3 zones. La zone A, B et C, Israël. La zone C, autorité palestinienne. Zone A, zone B, autorité partagée. Maintenant, cela a essentiellement créé une situation où l'autorité palestinienne contrôle toute la zone A. Pratiquement toute la zone B, les autorités israéliennes n'y vont que pour des infractions liées au terrorisme. Et dans la zone C, Israël a plus de contrôle. Où ont lieu la plupart des faits présentés comme des violences de colons? Dans les zones A et B. Alors, quelles opportunités avons-nous compte tenu de la répartition des compétences? Selon les accords d'Oslo, les policiers israéliens ne sont pas censés entrer dans la zone B. Ils ne sont pas censés être là pour faire respecter la loi dans la zone B. Comment pouvez-vous faire respecter la loi dans une affaire pénale lorsque vous ne pouvez pas accéder aux plaignants? Ils ne viennent pas faire de déposition. Ils adressent leurs plaintes à toutes sortes d'organismes anonymes et à des organismes de l'ONU. Mais ils ne déposent pas réellement beaucoup de ces plaintes eux-mêmes, ce qui fait que vous ne pouvez pas les interroger, que vous avez une scène de crime. N'est-ce pas? Vous voyez ça à la télévision, c'est évident, c'est une évidence, jusqu'à ce qu'il s'agisse des Juifs. Dans chaque émission télévisée, vous voyez qu'un crime a été commis. La police arrive, elle intervient et elle collecte les preuves médico-légales. Que se passe-t-il quand vous ne pouvez pas faire cela? Quand vous avez des agresseurs qui seraient juifs, filmés par une caméra,
que vous devez vraiment saisir pour qu'elle devienne une preuve dans le cadre d'un procès pénal, qui est dans la maison d'un Palestinien où vous ne pouvez pas entrer pour la saisir. Donc, cette preuve manque. Elle circule dans le monde, mais nous, au parquet, ne l'avons pas. Et puis, vous avez quelle preuve allez-vous présenter au tribunal alors qu'on attend de vous l'arrestation de personnes dont vous ignorez parfois l'identité? Vous n'avez aucune preuve réelle à fournir. Et à moins qu'ils n'avouent eux-mêmes le crime que vous leur reprochez, vos chances de faire avancer une enquête de ce type, sans même parler d'une poursuite judiciaire, sont nulles. Elles sont nulles. Mais, et puis là-dedans, vous avez l'autorité palestinienne. Donc, j'ai eu des discussions, par exemple, je vais vous donner un exemple vraiment ésotérique. J'ai eu des discussions avec l'un d'eux, appelons-les une partie intéressée, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, qui a demandé pourquoi le parquet et les tribunaux israéliens ne peuvent-ils pas utiliser les rapports médico-légaux. Vraiment, nous en sommes arrivés aux cas les plus graves. Un Palestinien est tué. Les rapports médico-légaux des médecins légistes palestiniens. Vous devez donc maintenant leur expliquer que les Israéliens sont jugés devant les tribunaux civils. Les tribunaux civils sont soumis aux lois israéliennes sur la preuve. Selon ces lois, un médecin, un pathologiste, si vous voulez l'appeler ainsi, venant d'une juridiction étrangère, ne peut pas juste venir présenter les preuves. Il doit y avoir une sorte de certification, il doit y avoir une procédure à suivre. Les avocats de la défense des Israéliens accusés du crime doivent avoir la possibilité de contre-interroger et de vraiment démolir n'importe lequel des médecins légistes. Nous l'avons fait au sein du parquet de Judée-Samarie, encore et encore. Lorsque les autorités palestiniennes envoyaient ces médecins légistes dont les qualifications sont douteuses, leur expertise l'est encore plus. Ils sont motivés idéologiquement pour arriver à une décision prédéterminée. Et donc, quand vous les contre-interrogez, il est très facile de les démonter. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser leurs rapports? Parce qu'ils ne valent rien. L'autorité palestinienne, à cause des accords d'Oslo, l'a compris. Ils ont une mine d'or. D'une part, ils empêcheront les autorités israéliennes, à cause des accords d'Oslo, de mener une véritable enquête. D'autre part, ils utiliseront ensuite le fait qu'il n'y a pas d'enquête ni de poursuite pour promouvoir dans le monde entier l'accusation calomnieuse de violence des colons. Et Israël soutient cette violence parce qu'il n'y a prétendument pas de poursuite. Il y a en réalité de très nombreuses poursuites. Il y a de très nombreuses arrestations. Et il n'en parle à personne. Et ce n'est pas le récit qu'ils racontent. Le récit, c'est qu'il n'y a pas de poursuite. Ils ne disent pas pourquoi. Imaginez dire à tout le monde qu'il n'y a pas de poursuite parce qu'il n'y a pas de preuves. Soudain, l'histoire change légèrement. Donc, je voudrais peut-être aussi me concentrer sur cette partie de l'accusation, parce que je ne veux pas le déformer, mais disons la récente chronique de Bret Stephens à ce sujet, et je dis cela avec beaucoup d'affection et de respect pour Bret, que je connais, que j'admire et qui est un allié. Mais lui, son point de vue principal était « Comment pourrais-tu y aller ?» Et organiser des assassinats ciblés à Téhéran pour éliminer les méchants. Mais ne pas s'occuper de ce que tu dis être juste une bande de jeunes marginaux déscolarisés qui courent sur les collines de Judée et de Samarie. Alors, faudrait vraiment s'y mettre et régler le problème. Et tu dis, eh bien, il y a tous ces défis techniques dont les gens ne sont tout simplement pas conscients d'un côté, et d'un autre côté, il y avait un autre point que tu as soulevé concernant les inculpations qui existent, le taux d'inculpation qui existe réellement. Et j'essaye de me souvenir exactement des chiffres. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, un excellent rapport a été publié par l'Institut de Jérusalem pour la sécurité et la stratégie, rédigé par Gabi Siboni et Erez Weiner, où ils examinent ce phénomène dans son ensemble et la manière dont il a été utilisé et transformé en arme. Utilisé et transformé en arme. Contre Israël et par qui, et ils entrent dans les moindres détails à ce sujet. Mais ils expliquent aussi les inculpations. D'accord, supposons un instant que vous ayez ce taux d'inculpation, que ce soit 6% ou 6,6%. D'accord ? Vous avez récemment déclaré que même ce taux n'est pas en décalage avec ce à quoi on pourrait s'attendre si l'on regarde, par exemple, l'application des lois sur les crimes haineux dans d'autres endroits. Sans aucun doute, il y a déjà de nombreuses années,
lorsque toute cette calomnie sur la violence des colons a commencé, et cela dure depuis très longtemps. Il y a presque une décennie, alors que je travaillais encore avec NGO Monitor, j'ai aidé à préparer un rapport qui traitait de l'affirmation de Yesh Dim, l'une de ces organisations israéliennes anti-Israël qui ne cesse d'insister sur ce sujet et qui prétendent qu'Israël n'a inculpé que peut-être 8 et que c'est scandaleux. Nous avons rédigé une étude intitulée « Les calculs approximatifs de Yesh Din ». Je recommande à tout le monde d'aller le consulter sur le site de NGO Monitor. Et ce que nous avons essentiellement fait, c'est comparer le taux d'inculpation en Israël à celui de pays du monde entier pour ces crimes haineux. Que se passe-t-il lorsque vous avez, par exemple, l'accusation contre Israël? Les colons coupent des oliviers. C'est peut-être, prenons l'équivalent. Quelqu'un, on ne sait pas qui, un assaillant anonyme, a peint une croix gammée sur un mur à New York. Vous ignorez l'identité de l'assaillant et n'avez aucune preuve réelle, sauf s'il abandonne la bombe de peinture. Vos chances de le retrouver sont nulles. Une bombe de peinture, avec leurs empreintes digitales sur les lieux du crime, ce qui n'arrive généralement pas. Et donc, vous avez là la comparaison entre des plaintes qui pourraient éventuellement être enregistrées, mais la probabilité d'arriver à une véritable enquête est nulle. Et puis, il y a les plaintes qui aboutissent réellement à des poursuites. Ainsi, dans le rapport, il y a une comparaison de la situation d'Israël avec celle d'une demi-douzaine de pays à travers le monde. Et quel est exactement leur taux d'arrestation? L'efficacité de l'action policière. Est-ce qu'Israël est à la traîne? Sommes-nous vraiment en train de prendre du retard? Et je pense que la conclusion principale de cette étude était de montrer que la réponse est non. Israël s'en sort en fait plutôt bien en matière d'application de la loi. Le chiffre de 8 peut ne pas sembler élevé, mais considérons cela. Hier, bien avant que nous ayons même parlé, j'ai publié un tweet sur mon compte Twitter comparant les crimes haineux à New York, dans la ville de New York et dans l'État de New York, arrestation, plainte et application de la loi. Donc, en 2025, il y a eu environ 380 plaintes. Parmi celles-ci, il y a eu 128 arrestations, environ 37 Et puis, en regardant les statistiques nationales, les statistiques à l'échelle de l'État pour les poursuites liées aux crimes haineux, on voit qu'environ 20 à 25 des personnes arrêtées sont effectivement inculpées. Donc, si on traduit ça en chiffres, 128 personnes arrêtées, 25 prenons le pourcentage le plus élevé, qui vont jusqu'à l'inculpation. Cela fait 32 affaires sur 389 plaintes. Nos 8 ne sont pas mauvais du tout. En fait, c'est exactement ce que fait New York. Donc, si vous dites que New York est complètement négligent, Mamdani et même le maire Adams, ainsi que l'ancien maire, qui était considéré comme pro-Israël, ont complètement échoué parce qu'il devrait y avoir une application intégrale de la loi. C'est un mensonge. C'est tout simplement un mensonge. C'est appliquer aux Juifs une norme particulière. C'est là que Brett, malheureusement, échoue. Il dit qu'il y a un petit nombre, et donc tu devrais être capable de gérer ça. Chez Brett, ce n'est pas de l'application de la loi. Peu importe si le nombre est grand ou petit. La réalité de l'application de la loi, c'est qu'il y a beaucoup de crimes qui se produisent et que tu ne peux même pas commencer à enquêter parce qu'il n'y a pas de suspect clair. Il y a des moments où tu pourrais avoir un suspect. Tu pourrais même l'arrêter. Mais tu ne réunis pas, tu n'es pas capable de réunir assez de preuves pour engager des poursuites. Et puis, il y a les cas où tu as un crime, un suspect qui t'a arrêté, assez de preuves, et tu peux passer aux poursuites. Ces cas-là sont toujours beaucoup moins nombreux. C'est juste l'application de la loi. C'est une société qui a une certaine forme de respect pour, on en parle toujours, les droits de l'homme. Les droits des civils. On ne se fait pas arrêter simplement parce qu'on est un juif avec des papillotes et qu'on se promène en Judée-Samarie. Ça ne fait pas de vous un suspect. La violence des colons est une accusation bien commode. 750 000 colons, quelques centaines tout au plus. Des criminels. Depuis quand généralise-t-on à partir de quelques centaines pour englober des centaines de milliers?
Si cela, comme je l'ai dit hier dans mon tweet, ce n'est peut-être pas politiquement correct. Si quelqu'un faisait cette allégation contre les Noirs et disait, parce qu'il y a quelques criminels noirs, tous les Noirs sont des criminels, on vous traiterait de raciste, violent et grotesque. Mais quand il s'agit des Juifs, c'est de la violence des colons. Je suis colon, non violent, jamais arrêté ni impliqué dans un crime. J'ai jamais rêvé d'attaquer qui que ce soit. Mes enfants, pareil. Mes voisins, pareil. Je ne sais pas si... Je pense qu'une des choses qui pourrait être importante, c'est peut-être d'arrêter d'utiliser le terme colon. Je comprends que cela ait un sens très littéral avec lequel toi et moi n'avons aucun problème, mais qui, bien sûr, a été utilisé pour suggérer que les Juifs vivant dans cette partie de notre terre biblique sont illégitimes, sans parler d'être contre nature. Alors, sais-tu comment cela se rattache au début de notre conversation? Eh bien, j'aimerais que tu me dises ce que... L'entité responsable de la diffusion de cette idée du colon, du colonialiste, c'est Khatakona, c'est l'autorité palestinienne. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Ce sont eux qui ont publié le rapport, disant combien de colons ont envahi le monde du Temple. L'ONU adopte alors cela et le prend en compte. Des colons ont envahi. Ils ne savent même pas si ce sont vraiment des colons. Pour eux, ce n'est pas une description géographique. Pour eux, et c'est ce que nous devons comprendre, et c'est le danger de cette calomnie. Je dis qu'il y a 750 000 colons. Pour eux, un colon, c'est chaque Juif vivant en Israël. Peu importe son lieu de résidence géographique. C'est ce que Brett a aussi raté. Quand on parle de la violence des colons, l'autorité palestinienne, les organisations qui répandent ce mensonge ne font pas de distinction entre les Juifs qui résident géographiquement en Judée et Samarie, c'est-à-dire les colons, et tous les autres Juifs. Pour eux, chacun d'entre nous est un colon. Leur objectif n'est pas de donner une mauvaise image des colons. Leur objectif est de saper et de délégitimer Israël, toute sa population, en les présentant comme des colons colonialistes. Pouvez-vous donner, disons, une version plus... Je ne sais pas si c'est vraiment un exemple. Pour expliquer la progression, car vous évoquez souvent l'autorité palestinienne et sa campagne, vous avez mené de nombreuses recherches à ce sujet au fil des années. À quoi cela ressemble-t-il? Quelles sont les étapes de cette campagne pour aller jusqu'au bout, jusqu'au mandat d'arrêt contre Netanyahou ou Galante, ou à l'imposition de sanctions contre des individus ou des organisations israéliennes, sans qu'aucun acte répréhensible n'ait été prouvé? Vous savez, comment va-t-on de A à Z? Donc ça recommence. Voilà, à la base, la racine de tout le mal revient toujours aux accords d'Oslo, D'accord. que tout le monde ignore opportunément quand cela soutient leur point de vue. Et l'autorité palestinienne, l'OLP, viole à chaque fois. Pourquoi est-ce que je parle des accords d'Oslo? Parce que dans les accords d'Oslo, il y avait un certain nombre de sujets différents qui étaient laissés pour des négociations sur le statut final. L'un d'eux était la question des colonies. En d'autres termes, l'autorité palestinienne, l'OLP, a reconnu qu'il pourrait éventuellement y avoir une présence juive dans une partie restante de la Judée-Samarie. Sinon, pourquoi en faire une question relevant du statut final? D'accord. Si votre exigence est qu'il n'y ait aucune colonie nulle part, que jusqu'au dernier Juif soit expulsé de Judée-Samarie, de force, malgré sa résistance, alors ne mentez pas au monde en prétendant que c'est encore ouvert à la négociation. Mais ils l'ont fait. Ils ont menti au monde. Ils l'ont donné à Yitzhak Rabin et à Shimon Peres comme un moyen d'adoucir la pilule pour la société israélienne. Regardez, il y a encore une chance de négociation. Ils ne le pensaient pas. Mahmoud Abbas a été très clair. Dans l'État palestinien, il n'y aura aucun juif. Ce sera comme l'exigeaient les nazis, ce sera Judenfrei. C'est son objectif, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a déclaré à plusieurs reprises. Donc, la première partie de cette tromperie consiste à accepter que ce soit un sujet de discussion. La partie suivante de la tromperie consiste à dire que même si nous étions d'accord, nous ne le pensions pas vraiment. Et chaque colon est illégitime. Chaque colonie est illégitime. Chaque colon est violent. Chaque colon fait partie de cette expérience coloniale que nous, les Palestiniens, avons subie. À la fois à l'intérieur, comme ils l'appellent,
Israël proprement dit, et plus tard en Judée et Samarie. C'est ainsi qu'ils ont mené cette campagne tout du long. Si vous prenez la conférence de Durban en 2001, c'est là que vous voyez cela s'inscrire dans la discussion plus large. Yasser Arafat a maintenant lancé sa guerre terroriste. Nous nous réunissons à Durban pour discuter du racisme. Et toute la conférence devient essentiellement une conférence pour attaquer les Juifs. Ceci est mené par l'autorité palestinienne, par Yasser Arafat, par ses partisans, par les ONG qui apparaissent en cours de route. L'une d'entre elles, un groupe terroriste, le FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, s'est particulièrement distingué dans la création d'ONG servant de façade à leurs activités terroristes. Ces ONG parcouraient le monde, se présentant comme des défenseurs des droits de l'homme, alors qu'en réalité, elles n'étaient que des canaux pour la communauté internationale afin de financer le terrorisme du FPLP. Et, au passage, soutenir cette affirmation selon laquelle Israël est une entité colonialiste, non seulement en Judée et Samarie, mais aussi en Israël même. Et c'est ainsi qu'ils ont imposé ce récit au cours des 30 dernières années. Et vous voyez différents moments où cela se produit. Je vous laisse simplement comprendre. Cet agenda, je pense, est probablement bien connu des personnes qui regardent cette chaîne. C'est important de le rappeler, mais je pense que les téléspectateurs le savent déjà. En ce qui concerne le genre de complexe politico-médiatique Pingo qui engendre Pongo. ONU, d'accord? ONU, D'accord, non alors ONU, explique-moi c'est le si cycle. il y a. Ça repose sur plusieurs piliers. Il y a l'autorité palestinienne, il y a les ONG, il y a l'ONU qui prend tout ça, et ensuite l'ONU blanchit toute la propagande terroriste. Et l'UE qui est activement impliquée dans le sabotage d'Israël à chaque étape et aide les Palestiniens à violer les accords d'Oslo, même si les signataires et témoins des accords eux-mêmes. Ces 4 piliers font partie de tout ce programme visant à délégitimer et à saper Israël en tant que foyer du peuple juif. Pas seulement la Judée et la Samarie, pas seulement la bande de Gaza, tout l'ensemble d'Israël. Ces 4 organisations ou groupes travaillent en étroite coordination. L'ONU travaille avec des ONG, y compris des ONG qui servent de façade à des organisations terroristes. L'UE ferme les yeux et dit « Vous savez quoi? Nous savons que l'autorité palestinienne paie des salaires aux terroristes, mais nous ne financerons pas leur budget général. Nous financerons seulement les salaires des enseignants. Mais ce sont ces enseignants qui apprennent aux enfants à se lever et à aller tuer des Juifs. Ce sont ces enseignants qui enseignent le programme scolaire de l'autorité palestinienne, qui est rempli de racisme, de promotion du terrorisme et de glorification des terroristes. Ce sont des enseignants qui enseignent à l'école pour filles Dalal Mughrabi. Dalal Mughrabi. Son seul titre de gloire, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, sa seule revendication à la célébrité est qu'elle a participé au meurtre de 37 personnes lors d'une attaque terroriste en 1978 sur la route côtière. 25 adultes et 12 enfants. Elle a pris des bébés, elle les a arrachés des bras de leur mère et les a jetés dans le bus en flammes. Voilà le monstre. Il y a des écoles dans l'autorité palestinienne qui portent le nom de Dalal Mughrabi. Ils ont demandé aux filles, eh bien, qu'est-ce que ça vous fait d'étudier dans une école qui porte le nom de Dalal Mughrabi? Nous voulons l'imiter. C'est notre héroïne. Vraiment? C'est ça que l'Union européenne finance. Ils le savent. Ils l'ont vu. Ils l'ont entendu. On leur a donné les preuves. Et pourtant, ils sont toujours là. Donc en fait, je veux aborder la question sous un angle un peu différent, qui est Matan Vilnay et les agents de sécurité, cette lettre qui a été envoyée à la Maison-Blanche. Évidemment, à la suite de très mauvaises nouvelles avec, vous savez, les pertes que nous avons subies à Kfar Outel. Et puis, il semble qu'il y ait eu une sorte d'attaque de représailles après cette attaque palestinienne contre ce groupe de randonneurs. Alors, ils envoient cette lettre à ce moment-là, avec Netanyahou qui s'envole au milieu d'une
C'est juste une guerre existentielle pour essayer de tracer nos prochaines étapes. Et il se concentre sur cette criminalité nationaliste juive comme s'il s'agissait de la menace existentielle pour Israël. Ce que j'essaie de comprendre, c'est ceci. Et je veux vraiment éviter le piège de dire « Eh bien, ce ne sont qu'une bande de gauchistes, n'est-ce pas ?» Trop simple, trop facile. Beaucoup d'entre eux, à bien des égards, sont des héros de guerre. Ils ont donné leur vie pour la sécurité du pays. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? N'est-ce pas? Il y a une division politique et il est facile de faire passer Netanyahou pour un idiot. Et pour alimenter ce récit mondial, on peut avancer beaucoup d'explications simples, mais j'essaie de comprendre. Ces personnes ont passé leur vie à gérer ce problème, en supposant qu'il soit authentique, en supposant qu'il soit sincère. À quoi pensent-ils? Donc, je pense que leur raisonnement est suivant. Ils, comme beaucoup d'autres personnes, ont compris que l'accusation de violence des colons a pris de l'ampleur. En tant que campagne, et c'est une bonne campagne pour promouvoir ce qui est vraiment leur objectif. Quand vous demandez à ces mêmes personnes, croyez-vous qu'il soit possible de créer un État de Palestine aux côtés d'Israël? Leur réponse, c'est que non seulement c'est possible à leurs yeux, c'est une nécessité afin d'apaiser le monde, afin de défendre Israël. Ils vous donneront toutes sortes de prétextes pour expliquer pourquoi ils pensent que c'est la bonne voie à suivre. Et ils utiliseront tous les moyens possibles pour atteindre cet objectif. S'ils peuvent utiliser cet objectif comme un moyen d'attaquer Netanyahou à cause de la violence des colons, comme un moyen d'attaquer le premier ministre Netanyahou, en raison de la composition de sa coalition, y compris des partis qui pourraient être considérés comme plus à droite et plus, comme il dirait, fanatiques et messianiques, et toutes sortes de superlatifs qu'ils ajoutent là-dessus. Ils ignorent complètement le fait qu'Israël est une démocratie. Les Juifs ont le droit de voter pour n'importe quel parti qu'ils veulent. Les Arabes peuvent voter pour n'importe quel parti qu'ils veulent, eux aussi. Et c'est pourquoi, une seconde, C'est ce que je pense. c'est pourquoi ils diront cela. Eux, ils diront cela parce que cela les arrange pour défendre leur position politique. D'accord, mais je suppose que la question est, tu écris à propos d'une armée terroriste de plus de 60 000 personnes, qui est une force de police surdimensionnée, entraînée par des armées étrangères, qui ne fait apparemment pas le travail de la police. Qui ne combat pas le terrorisme. Qui ne combat pas le terrorisme. D'accord. Et vous dites en gros qu'ils sont en embuscade. Je suppose que cette information n'est pas classifiée et que les personnes du rang dont nous parlons en sont informées. Et cela ne semble pas ébranler la foi en cette idée d'un État palestinien. C'est-à-dire, quel est l'écart entre le danger que vous voyez et le danger qu'ils voient? C'est juste ce désir utopique. Beaucoup de ces personnes, en regardant comment cette armée terroriste s'est développée, vous verrez que beaucoup de ces personnes font désormais partie de ce groupe de commandants pour la sécurité d'Israël, ou quel que soit le nom qu'ils se donnent, y compris Matan Vilni, étaient à des postes clés pendant des années, cruciales, où ils auraient pu soulever l'argument ultime. Parfois, les accords d'Oslo, comme une horloge cassée, donnent la bonne heure 2 fois par jour. Les accords d'Oslo ont donné à Israël un droit de veto sur tout nom dans les forces de sécurité et l'autorité palestinienne. Nous aurions pu l'utiliser à tout moment. Nous aurions pu l'utiliser pour dire que ce terroriste ne sera pas là. Nous aurions pu l'utiliser pour dire qu'il faut se limiter à 12 000 personnes. Le policier numéro 12 001 ne l'est pas. Ne fera pas partie de la force, parce que nous y opposons notre veto. Non pas à cause de ses antécédents, mais parce que la force a atteint sa capacité maximale. Ensuite, vous regardez en arrière et vous vous demandez, eh bien, qui étaient les membres de Tsahal qui surveillaient cela, qui veillaient là-dessus, qui soit ont fermé les yeux, soit ont recommandé que nous fermions les yeux, soit n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire, et ont vraiment sapé les fondements d'Oslo parce qu'ils pensaient que c'était la bonne voie à suivre. Dans de nombreux cas, vous trouverez pas mal de recoupements entre ces choses-là. Et c'est comme ça que ça commence à petite échelle, puis ça se développe. Et c'est une partie du problème. On ne peut pas dire que seule la paix
est mauvaise ici. Une partie du problème, c'est qu'Israël ne s'est jamais défendu. Nous ne nous sommes jamais défendus. Nous n'avons jamais dit « C'est quoi? C'est fini. Vous avez violé chaque disposition des accords d'Oslo. Nous pouvons, toi et moi, discuter comme si les accords d'Oslo étaient toujours en vigueur, qu'ils étaient toujours pertinents. Moi, L'autorité palestinienne les a abandonnés il y a 20 ans. je ne sais pas si on peut vraiment abandonner quelque chose qu'on n'a jamais vraiment accepté. Mais d'accord. Revenons un instant sur cette question des crimes nationalistes juifs. Et je vais ramener ça à Oslo parce que j'y tiens vraiment. Je veux vraiment renforcer ce lien entre le problème spécifique dont nous parlons et la solution que tu proposes, avec laquelle je pourrais être d'accord idéologiquement, mais j'aimerais rendre ce lien un peu plus solide. Donc, quelle a été ton expérience lorsque tu as dû gérer, encore une fois, ce qui est pas toujours grave, mais parfois sérieux? Un petit nombre de délits commis par quelque chose comme plusieurs centaines de personnes, tu sais, 70 instigateurs endurcis, quelques centaines d'autres autour d'eux, des personnes âgées de 12 à 28 ans, parfois vraiment des mineurs. Alors qu'est-ce que ça fait d'essayer de gérer ce phénomène que toi, en tant que personne qui vit dans cette région et qui a occupé un poste juridique élevé dans l'armée, prends à nouveau très au sérieux? Donc, quand tu fais face à ce défi de l'application de la loi pour ce genre de crime et que tu as vraiment tout ce spectre de personnes et certaines de ces personnes, il faut aussi l'admettre honnêtement, elles sont extrêmement intelligentes. Mais elles sont aussi extrêmement violentes. Elles savent manipuler les autres pour rester elles-mêmes, presque comme le crime organisé, hors de tout soupçon. Mais ce sont donc personnes qui risquent d'avoir des ennuis. Envoyer des mineurs est la meilleure façon de procéder. La loi en Israël concernant l'application de la loi aux mineurs est probablement bien plus avancée que dans la plupart des pays européens. Nos lois sont très axées sur l'intérêt supérieur des enfants, comme elles sont censées l'être. Elles privilégient largement les alternatives à l'incarcération. Elles privilégient largement les alternatives même aux poursuites judiciaires. Donc, quand on parle des enfants, alors c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Quand on parle d'agresseurs violents, et cela représente vraiment une proportion plus faible, la capacité de mener des enquêtes et des poursuites efficaces est souvent entravée par des événements extérieurs. Laissez-moi vous décrire un événement extérieur. L'un des terroristes a fait l'objet d'une enquête pendant la période où j'étais au sein du parquet. Je ne donnerai pas de date précise, car cela pourrait potentiellement révéler toutes sortes de choses. Il nous a dit qu'il avait lu un manuel écrit par un juif expliquant comment se comporter lors des interrogatoires du Shabak. Le terroriste avait lu ce qui était écrit dessus. Palestinien. Le terroriste palestinien Oui. avait lu le manuel écrit par un juif comment gérer les interrogatoires du Shabak. Maintenant, il se trouve que je connais la personne qui a écrit ce livre. Il se trouve que j'ai été d'une certaine manière lié à lui dans le passé, dans l'exercice de mes fonctions, face à quelqu'un contre qui la loi devait être appliquée. Et soudain, vous réalisez que le plus grand succès de ce livre, c'est que les organisations terroristes palestiniennes l'utilisent et en tirent des enseignements. Donc, certains de ces gens, vraiment, quand ils organisent ce crime, quand ils organisent le crime nationaliste, sapent toute capacité des forces de l'ordre à intervenir par la suite. C'est littéralement la même chose que fait le crime organisé. Et malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons les terroristes arabes qui apprennent littéralement de cela. Un guide, comment résister ou retenir des informations dans le cadre d'une enquête, à qui parler, à qui ne pas parler.
Tout cela fait malheureusement partie de l'application de la loi. C'est comme ça. Cela ne montre aucune malveillance de la part d'Israël. Cela ne montre aucune faiblesse d'Israël. Cela fait simplement partie de l'application de la loi. Cela existe dans toutes les juridictions. D'accord. Et c'est aussi la conclusion pour Bret Stephens. Comprenez ce qu'est l'application de la loi avant de donner des conseils sur ce que vous pensez être possible. Cette norme de 100% d'arrestation et de poursuite est une illusion. Cela n'arrive nulle part ailleurs. Nous n'exigeons pas ce niveau ailleurs. Et lorsque vous acceptez cette accusation contre Israël et que vous fixez cette norme spécifique aux Juifs, vous tombez dans cette propagande au lieu de jouer un rôle actif dans la recherche d'une solution. Je ne sais pas si on pourrait mieux conclure, mais cela dit, je vais poser encore une question. Que signifie exactement mettre fin aux accords d'Oslo? Que se passe-t-il? Je veux dire que c'est cette décision Qu'en est-il du point qui de doit vue de être la loi prise. israélienne? La loi, et il y a eu un certain nombre de lois qui ont été mises en œuvre ou qui ont été adoptées après les accords d'Oslo, après le premier accord puis le second accord, elles traitent principalement de différents aspects des accords d'Oslo et de leur mise en œuvre, notamment par exemple la collecte et le transfert des taxes à l'autorité palestinienne. Mais ces lois doivent être annulées. Nous devons déclarer que l'autorité palestinienne ne sera plus un organisme qui peut exister, qui peut fonctionner. Nous devons littéralement intervenir et confisquer toutes les dizaines de milliers d'armes qu'ils possèdent, démanteler leurs forces de police, démanteler les écoles. Les gens vont me dire, Maurice, t'es fou, c'est l'autorité palestinienne, leur autodétermination, ce qu'on a accepté. Et je répondrai à ces personnes. Avant les accords d'Oslo, le nombre de Palestiniens tués était un centième, peut-être un centième de ce qui s'est passé depuis lors. Ce que les accords d'Oslo nous ont apporté, c'est un système éducatif qui enseigne la haine, la violence, qui incite à la violence, qui endoctrine les gens à commettre des meurtres. Les Juifs simplement parce qu'ils sont Juifs, ou toute autre personne qu'ils perçoivent comme juive. Par exemple, Taylor Force lui-même, non-juif, simplement en balade sur la promenade à Jaffa. C'est ce que je veux dire. Démanteler ce système. Ce n'est pas seulement bénéfique pour Israël et ses habitants. Ce serait dans l'intérêt des Palestiniens. Et tu sais comment je sais que c'est vrai? Parce que les Palestiniens eux-mêmes, quand on leur demande, disent que l'autorité palestinienne est devenue plus un fardeau qu'un atout. Ils savent que l'autorité palestinienne n'est que la corruption du Fatah. Les proches d'Abbas qui volent leur avenir, qui détournent l'aide internationale, s'enrichissent et leur apportent la mort et la destruction. Ils le comprennent. Selon les Européens, l'autorité palestinienne est nécessaire pour créer l'État palestinien. Demandez aux Palestiniens. Regardez les rapports de Khalil Shikaki. Le docteur Khalil Shikaki dirige le Centre palestinien de recherche sur les politiques publiques et les sondages. PCPSR, j'oublie le nom exact, et la recherche par sondage. Oui. Lis les études. Écoute ce que disent les Palestiniens, pour le meilleur et pour le pire. Quand ils disent qu'ils veulent s'assurer et détruire Israël, crois-les, parce qu'ils le pensent vraiment. Ils ont donc créé une force terroriste de 70 000 hommes. Et quand ils disent que l'autorité palestinienne est un fardeau, qu'elle est corrompue, qu'ils préféreraient le Hamas aux acolytes d'Abbas et du Fatah, il faut aussi les croire sur ce point-là. Quand 80% des Palestiniens en Judée et Samarie, 6 mois après le massacre, soutiennent toujours le massacre. Pourquoi veux-tu Tu répondre? dois le croire. Tu veux rendre Israël plus responsable d'eux? Parce qu'ils le soutiennent et sont là, entièrement, pour cette raison. Entièrement acquis au terrorisme, c'est parce que c'est ce que l'autorité palestinienne leur a enseigné au cours des 30 dernières années. C'est ce que leurs écoles leur apprennent. C'est ce que leurs médias leur apprennent. C'est ce que leurs journaux leur apprennent. C'est ce que les statues à chaque coin de rue qui glorifient un autre terroriste meurtrier leur disent. C'est ce qu'ils apprennent quand ils vont à l'école, qui porte le nom de Dalal Mughrabi.
Et votre point de vue, c'est si Israël est impliqué, cela sauvera des vies palestiniennes. Et cela résoudra aussi en grande partie les défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées, encore une fois, dans un petit nombre d'événements graves. Oui, je crois vraiment que démanteler l'autorité palestinienne et trouver évidemment une autre forme de gouvernance sauvera à la fois des vies israéliennes et des vies palestiniennes. Le 7 octobre n'a pu se produire que parce que Mahmoud Abbas a exigé en 2005 que le Hamas soit autorisé à participer aux élections de l'autorité palestinienne. Il a persuadé les Américains, il a obtenu 15 millions de dollars des Américains pour gagner les élections. Il a perdu. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'ils ne peuvent prendre le contrôle de Gaza, parce qu'ils ont gagné les élections. Ce n'était pas un coup d'État. Ils ont gagné les élections. Et cela se reproduirait en Judée et Samarie. Si l'autorité palestinienne continue d'exister, le Hamas gagnera de nouveau. Alors, où pensons-nous en venir avec ça? Merci de nous avoir rejoints cette semaine. J'espère que nous pourrons avoir d'autres discussions, peut-être plus joyeuses à Mais l'avenir. l'avenir est plus prometteur que toute option consistant à laisser l'autorité palestinienne en place. C'est ce que je crois vraiment. Je vous remercie d'être venu. J'ai hâte de peut-être approfondir certaines de ces discussions à un niveau plus technique à l'avenir. Et je vous verrai la semaine prochaine.